1992, Quentin Tarantino engloutit une pizza en parlant d'un critique cinéma qu'il trouve aussi fou que lui et définit en généralisant comme Français qui sont exactement comme nous, ils bouffent du film, rêvent du film et respirent du film. Il s'avère que Cutie vient de rencontrer Christophe Gans. L'homme est un réalisateur, producteur, scénariste et critique de cinéma français né le 11 mars 1960 à Antibes dans les Alpes-Maritimes et dont le quotidien est de regarder au moins 3 films. Il a une mémoire cinématographique de malade mental et une passion pour le cinéma plus intense que n'importe qui. Très jeune, il va créer un fanzine Résus Zéro où il y référencie tous les films qu'il va voir, puis un court-métrage, Silver Slime. Il avait déjà fait Petit des Super 8 de KPDP chinois. Il travaille pour l'Écran Fantastique et pour un éditeur vidéo, Scherzo, et va devenir le plus jeune rédacteur en chef à 22 ans d'un magazine à l'époque en créant avec ses amis la monstrueuse revue hors norme, éclectique et qui parle enfin à tous les publics, Starfix. Il va plus tard animer une pastille dans les émissions Les Enfants du Rock ou Rapido avec Antoine Decaune, réaliser un sketch du film Necronomicon de Drone inspiré de Lovecraft et que Mario Bava n'aurait pas renié, et créer une nouvelle revue HK ainsi qu'éditer de nombreuses vidéos du cinéma hongkongais inédit. La suite sera l'objet de plusieurs de mes vidéos avec bien sûr les films Le Pacte des Loups, ses nombreux projets avortés, Silent Hill ou La Belle et la Bête. Il est en train de travailler sur la suite de son Silent Hill d'ailleurs. Comme le dit le scénariste, réalisateur Roger Avary, Christophe Gans est le genre de type qui peut humilier n'importe quel historien de cinéma par sa connaissance exhaustive du sujet. Il me le démontrera lors de nos quelques rencontres. Pour Avary, effectivement, comme le dit Tarantino, il bouffe, respire et rêve du film, il en chie aussi. Tout ce que Gans a emmagasiné en historien de cinéma est littéralement dans son film Crying Freeman, forgé de fantasmes et explosant les standards de l'époque. Mais qui est donc le Freeman? Au départ, c'est un manga du scénariste Kazuo Koike et du dessinateur Ryoshi Ikegami. Gans en adaptera le premier volume de l'animé, presque à la virgule près. Bon, ok, de légers changements, mais rien de fou. Crying Freeman est Mysterio, un héros et un assassin, 2 faces, un seul corps, un ange, un démon ou un Jekyll et Hyde pour les plus victoriens d'entre nous. Un héros comme on les aime, dont le tourment le torture, maudit jusqu'au plus profond de son âme. Officiellement, il est potier, connu dans le monde entier, et donc, quand demandé, il devient le Freeman, assassin vengeur, recruté par une organisation du crime qui l'hypnotise, mais dont Yo arrivera à se défaire et qui le remplira de remords. Kill. You will kill. Kill. Un samouraï de notre temps manipulant aussi bien le sabre que les armes à feu. Quand il tue, une larme coule le long de sa joue, il expie son péché. Le scénariste Kazuo Koike nous avait déjà régalé avec son Lone Wolf and Cub ou Kozure Okami, connu ici avec le nom Baby Cart. Christophe Gans y voit un sentiment profond de mélancolie lié à une contemplation tout aussi jouissive. Dans le film, l'organisation ne sert que le peuple et Freeman ne tue que des criminels ou presque. La rédemption du personnage se fera avec la rencontre d'une artiste peintre, Emu Ohara, et dont leur amour pourra sauver l'homme de sa condition. Il est le héros moderne, implacable et vulnérable à la fois. My name is Yo. Gans s'intéresse très vite à ce que l'on appelle à l'époque les japanimés dès les années 1970. Tezuka Sanpei, Matsumoto ou bien sûr Miyazaki dans leurs premières œuvres le frappent et le transportent. Il va rencontrer quelques années après Mike Kaluta qui officie sur les comics The Shadow et qui va l'initier au renouveau de cet art via des réalisateurs devenus plus que cultes comme Mamoru Oshii, Oshiya Kawajiri et le plus connu d'entre eux aujourd'hui Katsuhiro Otomo et son chef-d'œuvre Akira.
Je vous inquiétez pas, ça arrive. Se retrouvant avec le manga Crying Freeman entre les mains, c'est le coup de foudre. Il veut l'adapter et en parle de suite à son ami, le regretté producteur Samuel Hadida. Avec Hadida, quand on a la motivation, les choses vont très vite et il en faut peu pour que le projet démarre. I suppose I paint what I'm afraid to wish for. C'est donc en mars 1992 que Gans et son co-scénariste Thierry Cazal vont travailler sur le premier jet du scénario. Pendant ce temps, Hadida va tenter d'acquérir les droits avec l'aide de Brian Yuzna. Une rencontre avec Takashi Ishii de la Toei et hop, l'affaire est dans le sac. He is called the Free Man. And now, he will free me. But he is always the dragon, always the same man. Super killer. Christophe Gans et donc Thierry Cazal se rencontrent dans un avion en 1987 en direction du festival du film fantastique d'Avoriaz. Les deux ont des projets plein la tête, dont Jade pour Gans, la petite graine qui va devenir plus tard Crying Freeman. Ils vont essayer de mettre en chantier un Bob Moran d'après Henri Verne, puis un Rank Xerox d'après la BD culte de Liberator et Tamborini. Ce sera ensuite Troopers, un soldat du futur qui se trouve pendant la Grande Dépression aux États-Unis et qui faillit aboutir, et un film appelé Gnome. Mais ne trouvant pas l'acteur adéquat pour Trooper, Crying Freeman va vite être mis en chantier. Le film coûte moins cher et peut se faire plus rapidement. Pour Gans, le projet est aussi le moyen de, comme il le dit, régler ses comptes avec The Killer de John Woo, auquel il voue une admiration sans borne et un amour immodéré. Les deux scénaristes vont surtout se concentrer sur le premier épisode de la série, Portrait d'un assassin, et mettre leurs idées à plat. Leur travail sera surtout axé sur l'ambiguïté des personnages et leur rendre un aspect cinéma qui va différer d'un manga ou d'un animé. La très grande violence et le sexe sont aussi édulcorés, ou presque, disons que tout y est montré avec une plus grande subtilité. La fin sera le plus long débat entre les deux scénaristes et c'est celle de Cazal qui sera retenue. Une fois écrit, Christophe Gans va faire fabriquer un storyboard extrêmement détaillé, chose pour laquelle il tient énormément. C'est Thierry Ségur qui va s'y atteler en suivant les gribouillages du réalisateur et ses placements de caméra. Le storyboard est dessiné en format scope pour que le réalisateur voit exactement ce que la caméra va filmer. Il sera envoyé par fax tous les jours en fonction des modifications du script. Vancouver est dans les années 90 un lieu où il est très avantageux d'y tourner un film, le dollar canadien étant à son meilleur. Les décors peuvent sembler venir de plusieurs pays et nombre de films et de séries seront produites et tournées, notamment la série X-Files. La forêt et la côte avec ses falaises vont servir Crying Freeman de la meilleure des manières. La figuration asiatique peut aussi y être trouvée et les techniciens de talent s'y trouvent en permanence. Bref, une grande facilité de tournage. Gans va s'installer là-bas en juin 1994 où le film y est en pré-production depuis avril. Il va engager Alex McDowell pour les décors. Il vient de calmer tout le monde avec son travail sur The Crow qui a absolument emballé Gans. D'ailleurs, la musique lui ressemble beaucoup et il est l'homme idéal. Fight Club de David Fincher, Minority Report de Steven Spielberg, Watchmen et Man of Steel de Zack Snyder, l'homme est très bon. Le temple de Bouddha sera recréé dans une forêt et au moment de tourner, Jason Scott Lee, qui doit interpréter le Freeman, ne peut venir lié par contrat sur un autre film. Sans star, le budget s'arrête, tout tombe à l'eau. Gans va décider de rester à Vancouver 3 mois avec remise en question, réécriture et un petit peu de dépression. Puis Mark Dacascos arrive et le projet repart. Douglas Higgins va remplacer McDowell, pris sur un autre film. Il a travaillé sur les décors de ça, il est revenu de Tommy Lee Wallace et repartira sur des productions télévisuelles après le film. Le tournage va démarrer le 12 octobre et les emmerdes arrivent.
Parce que Christophe Gans va comparer le tournage de son film au service militaire. Comme il le dit souvent, sur le moment on déteste, puis l'on raconte à quel point c'était formidable. Il va défendre sa vision malgré un budget limité et qui rétrécit en plus. Mais il tient bon, il s'accroche. Selon ses dires, encore une fois, l'on sait vite si le film est fait pour l'argent, les filles, la passion ou les trois. La pré-production ou préparation et la post-production, montage, musique et j'en passe seront ses moments les plus plaisants. Pour lui, le tournage est la partie ingrate. Seulement 40 jours, c'est très peu de temps. Et le temps en plus en est mêlé avec neige, pluie et obscurité de l'hiver au Canada. Il n'a que très peu de plaisir à tourner le film en fait. Les techniciens lui font la vie dure. Il n'est qu'un Français et c'est son premier film. Mais il tient bon parce qu'un jour, une rencontre fut déterminante pour lui. C'est la rencontre avec John Carpenter qui lui avait expliqué que son style venait justement de la pression d'un tournage à petit budget. Ce fut en effet vérifié par Gans tout du long. Il va finir exténué tout en sachant que l'envie de recommencer reviendra vite, un effet masochiste qui va avec la profession. Alors quand on voit le résultat final, avec le budget où le film est rempli de mouvements de caméra plus gracieux, intelligents les uns que les autres, c'est étonnant. Et il travaille à l'instinct et sur le film, cela paie directement pour le spectateur. Parfois, il n'a qu'un jour pour tourner une scène et il le fait comme ça, à l'arrache. De plus, sa mémoire du cinéma lui permet de s'adapter et adapter un plan d'un film sur le sien comme une réinterprétation à son image. Beaucoup de gens et de techniciens essaieront de changer et d'influencer le réalisateur sans qu'il ne capitule jamais. Son manque d'expérience fait chier des gars qui bossent sur des films et des séries toute l'année, mais il tient bon le bougre et il a raison. Il ne veut pas que son film ressemble à n'importe quelle production américaine. Cela lui permettra de se dépasser et se permettre surtout d'aller plus loin sur son prochain film. Il cite 3 réalisateurs qui, pour lui, en fonction de leur budget petit ou énorme, ont réussi le pari fou de ne jamais montrer autre chose que ce qu'ils sont, la maîtrise et la cohérence de leur cinéma. Il s'agit de John Carpenter, Martin Scorsese et Clint Eastwood qui sont des maîtres. She knows the laws of the underworld. Pour le film, il réalise ses plans en pensant musique et tout particulièrement celle de Geino Yamashigurumi pour Akira. Il va engager Patrick O'Hearn qui avait composé la musique de Sable mortel de Roger Donaldson et qui reprend carrément le thème ici de ce dernier pour Crying Freeman. Le reste de la musique incidentale ressemble beaucoup à celle de The Crow. C'est le grand monteur David Wu qui lui avait conseillé écoutant sa musique pendant le montage justement. Wu est connu pour avoir monté des films inoubliables comme Les 3 syndicats du crime de John Woo et Chu Ark, Histoire d'un fantôme chinois de Si Tung Ching, Une balle dans la tête, The Killer à toute épreuve de John Woo et reviendra pour Christophe Gans sur Le Pacte des loups. Christophe Gans sait dès le départ qu'il sera à même de réaliser le montage de son film. David Wu. Le gars est comédien, réalisateur, monteur et même présentateur à la télévision. Et c'est un des monteurs les plus prisés et les plus en vue de Hong Kong. Pour Gans, c'est de l'art pictural et vivant, un dialogue avec le spectateur. Wu sera impressionné par les premières images du film et accepte de suite. Il aura une totale liberté d'action et chaque plan porte sa marque. Gans veut un film qui respire, lent comme le cinéma japonais et rapide en narration comme à Hong Kong. Le montage va durer 3 mois avec beaucoup de tests dont la musique d'O'Hearn que Wu utilise sur les images. Gans engagera donc le compositeur derrière. 3 montages existent, un plus long de 30 minutes, le deuxième qui était trop rapide et le dernier d'1h40 que Gans considère comme sa version, celle du cinéma. Le générique marquera tous les spectateurs par la fascination qu'il exerce sur nous à l'époque. En grand fan de Saul Bass, un maître dans l'art des génériques de films pour Hitchcock ou Scorsese, des affiches aussi, et de Maurice Binder pour les James Bond, il veut ouvrir son film sur des images qui vont captiver dès les premières secondes.
Jean-Baptiste Mondino est suggéré, c'est lui qui va avoir l'idée du reptile qui glisse sur le corps. Malheureusement, il est occupé sur un clip de Madonna et ne peut faire ce générique. Et c'est Sparks, une toute jeune compagnie française d'effets digitaux, qui vont donner ce monument de générique. Là encore, un storyboard, puis l'on va filmer en macro le corps de Dacascos, le dessin du dragon sera appliqué plus tard, et c'est un logiciel, un Flamme, pour les trucages qui va faire le taf. On étalonne l'image en bleu et les images synthèses seront appliquées dessus. Reste donc un grand moment qui sera récompensé par le prix Pixel INA au Festival Imagina en 1996. Beaucoup de scènes seront analysées, ils vont les rechercher dans le cinéma hongkongais, les idées et adaptations personnelles du réalisateur. Mais moi j'y en ajouterai quelques-unes plus personnelles. Celle du police fédéral à Los Angeles de William Friedkin avec la peinture en feu. Du Vidéodrome de David Cronenberg pour la main plongée dans la glaise. Ou l'année du dragon de Cimino pour la scène de la fabrication de soja. J'en parlerai d'ailleurs à Christophe qui m'avouera après-midi avoir appris sur son film 2-3 choses de plus sur son subconscient. Le Freeman est donc un anti-héros, mais encore faut-il le trouver. Il faut qu'il soit beau, physiquement taillé à la serpe, athlétique et si possible, bien sûr, adepte des arts martiaux. Marc Dacascos semble une évidence. Son père, comme Yo et le sien, lui a appris les arts martiaux. Christophe Gans ne va pas lâcher le comédien et beaucoup exiger de lui. Il doit perdre déjà 10 kilos. Le réalisateur pense à un mélange entre Bruce Lee pour le côté félin et Alain Delon pour le ténébreux. Marc va donc effectuer toutes ces cascades sans jamais qu'aucune doublure ne prenne sa place. Du coup, on est impliqué plus que jamais et l'immersion n'en est que plus facile. Dacascos a des origines irlandaises, japonaises, espagnoles et philippines. Ses parents sont des champions en arts martiaux, sa mère est artiste martiale numéro 1 5 années consécutives et son père est membre du Black Belt Hall of Fame. À 7 ans, il remporte son premier tournoi, le Marc, et va devenir un grand athlète. Il passe par la gymnastique, puis champion d'Italie et d'Europe en kung-fu. Il est doublé comme tous les autres acteurs par les mêmes que l'animé, sauf le personnage de Checky Cario. Ici, Jean-Philippe puis Martin, voix de Tom Hanks, Tom Cruise et plein d'autres. A killer. And soon he will kill me. Emu Ohara, l'amour du Freeman, donc joué par la très belle Julie Condra, qui, une fois sur le tournage, va rencontrer l'amour de sa vie, comme à l'écran, Marc Dacascos. En plein tournage du film, ils tombent amoureux et vont se marier 3 ans plus tard. Ensemble, ils auront 3 enfants, 2 garçons, Mako Alani et Kapono, et une fille, Noelani. Dans le manga, Emu est la fille d'un puissant homme d'affaires japonais, peintre toujours vierge qui s'est retiré du monde. Gans en fera une Canadienne orpheline d'un juge assassiné. Le fait qu'elle soit vierge sera à peine suggéré et la rendre canadienne permet au public de s'identifier à elle et de découvrir en même temps qu'elle le monde du Freeman. D'origine texane, Julie n'aura que ce film à son actif pour la notoriété, si ce n'est le Nixon d'Oliver Stone et de petits passages à la télévision. On va la teindre en brune et on va lui ajouter ses petites lunettes rondes comme l'héroïne de l'animé, le sosie du personnage. Elle est doublée ici par Déborah Perret, la voix de Cate Blanchett, entre autres. I'm going back. Back where? Go ahead.
Byron Mann et Co, le partenaire du Freeman, son garde du corps et surtout son mentor. On a vu l'acteur dans Street Fighter de Steven E. de Souza, le corrupteur de James Foley, Catwoman de Pitoff ou l'homme au point de fer de RZA. À la télé, il est dernièrement l'amiral Augusto Nguyen, chef d'état-major de la flotte des Nations Unies dans la série The Expanse, et le héros en flashback uniquement d'Altered Carbon dans la saison 1. Now you die, Freeman. Entièrement dévoué à l'organisation des dragons, la trahison pour lui est impossible. Gans est fasciné dès que l'acteur entre dans le bureau et l'engage très rapidement. Il parle très bien le cantonais, ce qui permettra de ne pas le doubler dans cette langue, et s'impliquera tant qu'il écrira certaines de ses phrases et le personnage est plus développé dans le film. C'est le grand Pascal Renwick qui fait sa voix ici, celle de Larry Fishburne notamment dans les Matrix. 14 centuries ago, the Manchus overthrew the Chinese emperor and instituted the reign of terror. Notre Tchéki Cario national va jouer Nita, officier de police, qui est l'un des personnages que Christophe Gans apprécie le plus dans le manga. C'est un flic véreux, pourri et vendu au Yakuza. If I'm to be lost, I shall take my prize. Son seul but, arrêter le Freeman, c'est son obsession et qui va le piéger dans les filets de Lady Hanada. Il est un agent d'Interpol spécialisé dans ce qui touche le territoire asiatique. Il est accompagné ici par Forge, sa coéquipière, et à sa vie partagée donc entre le mal et le bien. Lady Hanada est jouée par la superbe et fantasme de ma jeunesse Yoko Shimida. En effet, elle était la dame Mariko de la mini-série Shogun d'après James Clavell. Elle nous a quittés malheureusement à l'âge de 69 ans le 25 juillet 2022 des suites d'un cancer. Ici, Kimi Hanada est l'épouse de Ryuji Hanada, absolument cruelle et surprenant dans le manga. Elle n'apparaît que dans le second volume, mais sa capacité à manipuler les hommes, parfois en s'offrant à eux, les maîtrisant d'autant plus, Gans y voit un beau personnage de menthe religieuse comme le cinéma sait si bien les créer. Authentique dans son jeu absolument parfait, elle est l'étoile du film. Sa voix française est interprétée par Yumi Fujimori, la voix de Maggie Q entre autres. Cruel, vicieux et presque invincible vu le nombre de couteaux et de balles qui se prend dans la gueule, Ryuji Hanada, le mari donc, est pour beaucoup une sorte de Clint Eastwood oriental. Lunettes de soleil et 357 Magnum à la main, il est impressionnant physiquement, mais n'est qu'un vilain de plus dans le manga. Ici surnommé The Blade de la lame, et il va différer par rapport au manga, par le fait que son épouse essaie de le trahir pour régir l'organisation. C'est Masaya Kato qui interprète le personnage, un ex-mannequin, et son personnage est absolument génial. Il nous fait penser à un héros ou un méchant de film de cap et d'épée, et on le déteste tous, tout en se délectant de ses scènes et de sa présence. On l'a vu bien sûr dans Aniki mon frère de Takeshi Kitano et Agitator et Gozu de Takashi Miike. Looking for me, Chief? Yeah, Detective Nita, Detective Forge. Detective Nita's with Interpol. He's your new boss. Rae Don Chong est un plaisir à revoir ici. Elle joue l'inspecteur Forge, un collègue de Nita. L'actrice fut connue dans son rôle d'Ika dans La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, Leila dans New York 2h du matin d'Abel Ferrara et bien sûr le fabuleux Commando de Mark Lester dont j'avais parlé, La couleur pourpre de Steven Spielberg, Soulman de Steve Wiener ou Le proviseur de Christopher Kane. Jesus. Where do you think she's going? Fuck, I know. C'est Christophe Gans et Thierry Cazal qui vont inventer le personnage, absente du manga donc. Belinda Bauer est envisagée pour le rôle, et le personnage est là pour essayer de ramener l'inspecteur Nita sur la bonne voie, mais aussi aider à résoudre des invraisemblances du manga. Elle est le côté Hollywood du film et sa participation y est excellente. La sorcière, jouée par Ivy NG, je ne sais pas comment ça se prononce, est l'addition de deux personnages du manga, le tatoueur aveugle et la supérieure du Freeman dans l'organisation des dragons. C'est Chris Nelson qui va la maquiller en un mélange de fantôme et de cobra royal centenaire, selon ses dires, et à la demande de Gans. Ivy est chanteuse d'opéra de formation et n'avait jamais joué dans un film avant cela. I am Shimazaki, lord of 26,000 subjects and leader of the Hakushin Society.
Et bien sûr, nous avons dans un petit rôle un Mako en Shido Shimazaki qui a joué dans tellement de films et surtout bien sûr le Akiro, le sorcier dans les 2 premiers Conan, le barbare de John Milius d'un côté et bien sûr sa suite plus ou moins intéressante, Conan le Destructeur de Richard Fleischer dont j'ai parlé. Réalisé avant tout pour un public féminin, c'est plus que cela et qui sera touché en nombre de spectateurs. Christophe Gans prouve en un film qu'il sait ce qu'il veut, qu'il a une vision et qu'il fait partie en un seul film des grands réalisateurs de la pop culture, celle que l'on aime, culte, instantanée et maîtrisée. Scène d'action, une mise en scène imparable et absolue même, il y en a qui le trouvent un peu daté, mais regardez-le en 4K les gars, ça passe très bien, des décors et des designs et des acteurs en parfaite adéquation avec une œuvre minutieuse, surtout pour un premier film. Comme il le fera sur le jeu vidéo avec Silent Hill, il faut reconnaître que cette adaptation du Crying Freeman est absolument maîtrisée, un amour du cinéma démontré, bref la révélation d'un cinéaste qui espérons le saura encore pour nous épater. C'est un gros pour moi 6 sur 6, un plein d'amour irraisonné pour un cinéma que j'aime et la preuve que l'on peut rendre hommage à sa passion pour un cinéma populaire, non ce n'est pas un gros mot, sans copier ou sans saveur, mais en y mettant sa propre personnalité. Merci Christophe. Voilà, je voulais parler de ce film depuis longtemps, vous me le demandez depuis très très longtemps, c'est enfin fait. Je voulais passer par le tournage, par tout ce qu'il a vécu, par mes petites rencontres que j'ai eues avec lui. Bref, un régal, j'espère que vous êtes d'accord. On en parle bien sûr dans les commentaires. Nous allons en débattre. On en parlera en live si vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vous dis à bientôt pour du très très lourd. Bye bye.